Ces hommes, sont-ils prêts? Savent-ils ce qui les attend? Bientôt, ils se jetteront dans la bataille. Et pas n'importe laquelle, la plus audacieuse de tous les temps. Un incroyable tour de force logistique. Une simple division demande 700 tonnes de matériel par jour. Un déploiement inouï de soldats. Hitler et beaucoup de ses généraux sont persuadés que les Anglo-Américains seront rejetés à la mer. Leur but? Libérer la France, l'Europe. Cette bataille, ce sont eux qui vont vous la raconter. Comment ils se sont secrètement préparés au débarquement en Normandie. Ces troupes anglo-américaines et canadiennes débarquent et elles se heurtent à un feu nourri. En moins de 15 minutes, nos pertes sont énormes. J'essaye de compter mes hommes à allonger autour de moi. Nous ne sommes plus que 13 sur 188, il n'y a plus un officier. Comment ils ont repoussé l'armée allemande après 4 années d'occupation nazie. Comment ils ont gravé l'histoire sur les plages, dans les champs, au milieu des villes en décombres. Comment ils ont écrit la plus grande opération militaire de tous les temps, l'opération Overlord. L'enfer se déchaîne, parce que vous allez avoir des bombardements de grande ampleur qui vont marquer les villes de Saint-Lô, les villes de Caen. Les Normands ont vécu un enfer à l'été 1944. « 1940. La folie d'Hitler se répand sur l'Europe. Les leçons de la Grande Guerre en tête et l'humiliation du traité de Versailles en bandoulière, l'armée allemande fond sur la France le 10 mai. Les troupes françaises, belges et anglaises sont dépassées. C'est le repli jusqu'à Dunkerque. Objectif, l'Angleterre. Pendant 9 jours, 1000 bateaux tentent la traversée. Plus de 300 000 hommes embarquent, jeunes, à peine formés au combat, sur une mer en feu et des plages en sang. C'est leur première guerre, parfois leur tombe. Pour tous, l'enfer. Ceux qui arrivent à Douvres pensent que c'est fini. Et pourtant, ce n'est que le début. L'Angleterre est lente à la colère, mais Winston Churchill, son Premier ministre, est maintenant prêt à en découdre. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall never surrender. C'est aussi l'intention de De Gaulle. Le 18 juin, il lance son appel à lutter pour sauver la France. Le 22, le gouvernement de Pétain, lui, demande l'armistice. Entrent alors en résistance des centaines de Français et de Françaises. J'avais honte du gouvernement qui avait demandé l'armistice. J'ai donc décidé d'embarquer dans un remorqueur pour rejoindre l'Angleterre et continuer à travailler pour la guerre. La patronne de l'hôtel de l'Océan avait posé le poste de TSF sur le rebord de la fenêtre, et on a entendu l'appel rediffusé d'un général qu'on ne connaissait pas. Mais ça a suffi pour donner envie aux jeunes de rallier l'Angleterre. Alors on est parti, à bord du bateau, un ravitailleur de phare. On était 52 pour un équipage habituel de 4 hommes. La résistance chez nous n'est pas née de la honte, mais d'un chagrin. On a commencé à chercher des armes abandonnées pendant la retraite, à coller des tracts injurieux pour les Allemands. Puis on a fait circuler un journal. Des photos de De Gaulle, qu'on ne connaissait pas, mais dont la voix, charnelle, claire, récapitulait tout ce que nous sentions. L'Angleterre,
Hitler veut en finir avec elle. À nouveau, il lance l'assaut. Cette fois, la bataille aura lieu dans les airs. Royal Air Force contre Luftwaffe. L'armée de l'air du Reich y laisse des centaines d'avions et de pilotes. Mais l'écrasante majorité des morts ne porte pas l'uniforme. Plus de 27 000 civils sont restés sous les ruines de la bataille d'Angleterre. Bienvenue dans une guerre qui s'étendra bientôt sur tout le globe. Dans le sillon de la démesure hitlérienne, les forces de l'Axe se lâchent. L'Italie et le Japon partent en guerre, en Afrique, en Asie. L'Allemagne rompt le pacte germano-soviétique et envoie 3 millions de soldats à servir l'URSS en juillet 1941. En décembre, c'est le Japon qui lance ses forces sur la base américaine de Pearl Harbor dans le Pacifique. Le 8 décembre, l'Amérique entre en guerre à son tour. À l'est de l'Europe, les pertes sont catastrophiques pour l'Union soviétique. Elle réclame aux Alliés l'ouverture d'un front sur l'ouest pour détourner l'ennemi. C'est d'abord un groupe de commandos qui devra s'en charger. 6 000 hommes pour prendre Dieppe par la mer, du jamais vu alors. Mais le raid tourne mal, les mitrailleuses sifflent, les corps tombent. En quelques heures, 1000 hommes sont tués, les autres blessés ou prisonniers. Le Canada pleure encore son plus lourd tribut à la guerre. En stratégie militaire, ce carnage s'appelle une leçon. Prendre la forteresse Europe sera beaucoup plus difficile que prévu, si ce n'est impossible. À moins peut-être de s'infiltrer, seul, déterminé, pour œuvrer de l'intérieur. La chimiste Jeanne Boeck est de ces forces invisibles qui peuvent passer les mers sans se faire remarquer. En 1942, j'ai demandé à partir en France pour former les résistants aux techniques de sabotage. J'ai fini par être acceptée en septembre 1943. Il est essentiel de préparer aussi un débarquement depuis l'intérieur, car la Festung Europa, cette forteresse Europe, les nazis la protègent d'un interminable mur. Alors ce mur de l'Atlantique n'est pas une grande muraille de Chine continue, c'est un ensemble de points fortifiés, de blocos, de batteries, qui visent à interdire aux Alliés l'accès au territoire français, aux côtes françaises, ou pour être plus exact, parce que les Allemands ne sont pas stupides, ils n'imaginent pas que le mur de l'Atlantique suffira pour rejeter les Alliés à la mer, mais ils espèrent que ce mur de l'Atlantique aura deux éléments positifs. D'une part, il obligera les Alliés à fractionner leurs forces, et donc à rendre moins fort la loi du nombre, et d'autre part, ils estiment que le mur de l'Atlantique va ralentir les Alliés, permettre par conséquent de gagner du temps, et donc permettre aux Allemands d'organiser la contre-offensive. Mais où le Reich va-t-il concentrer cette contre-attaque? La question est cruciale pour choisir l'endroit stratégique d'un prochain débarquement. Là encore, c'est de l'intérieur que la réponse émergera. En mai 1942, mon mari avait répondu à un appel d'offres de l'organisation Todd. Il devait changer des papiers peints. Quand il a présenté les échantillons à l'officier en charge, il a remarqué qu'un paquet de polycopiés avait été livré. Il a profité que l'officier soit occupé dans une autre pièce pour jeter un œil à ces documents. Et il a tout de suite reconnu les côtes normandes. Le dossier comportait aussi le mot secret. Alors intrigué, il en a caché un exemplaire derrière un miroir et quand il est revenu faire les travaux un peu plus tard, il a réussi à glisser ses plans dans des chutes de papier. On les a ensuite transmis à Londres. Ce sont en fait des journalistes américains qui m'ont appris bien plus tard combien ces plans, qui représentaient très précisément les défenses du mur dans la baie de Seine, avaient été importants pour le choix même du site du débarquement. Le choix de la Normandie est un choix par élimination. Le Pas-de-Calais est l'option a priori la plus évidente. Pourquoi? Parce que le Pas-de-Calais est le plus proche de l'Angleterre, ce qui veut dire que la traversée des bâtiments sera plus brève, mais également que la couverture aérienne sera plus facile, tout simplement parce que les aérodromes sont plus proches des côtes françaises. En revanche, ce Pas-de-Calais est la région la plus solidement défendue. Donc les Anglo-Américains vont opter pour la Normandie,
bien que la Normandie présente deux problèmes, eh bien elle est plus éloignée des côtes britanniques, et d'autre part, il n'y a pas de port en eau profonde. Ils décident au fond de prendre la Normandie en se disant que la faiblesse des défenses allemandes compensera ces deux éléments négatifs. Le débarquement sera fixé au 1er mai 1944 en Normandie. Le général 4 étoiles Eisenhower en prendra les commandes. Eisenhower a été un homme qui a eu un destin exceptionnel parce qu'il a toujours été au bon endroit au bon moment. C'est un officier assez bon mais pas exceptionnel quand il fait l'école militaire, mais il est nommé près de MacArthur. Et puis ensuite, il va être nommé près de Marshall. Et MacArthur et Marshall sont deux généraux qui vont être les fers de lance de l'armée américaine pour la Seconde Guerre mondiale. Donc ils connaissent Eisenhower. En plus, c'est un brillant stratège. Donc Marshall, qui est le patron de l'armée américaine, dit on va envoyer Eisenhower en Europe et c'est lui qui dirigera le débarquement en Afrique du Nord et en Sicile. Et Eisenhower réussit ces deux débarquements et de ce fait, il devient le patron, nommé par Roosevelt et Churchill, de l'opération Overlord, c'est-à-dire le poste militaire le plus extraordinaire, puisque c'est celui qui va diriger la plus grande opération militaire de tous les temps. Overlord, cela signifie suzerain. Même le nom de code de cette opération ne laisse ni doute ni choix à celui qu'on surnomme Ike. Ce doit être une victoire. D'ailleurs, le brief reçu par Eisenhower est élémentaire. Entrer en Europe, atteindre le cœur de l'Allemagne, détruire l'ennemi. On ne peut plus simple, sur le papier. Car la conception d'Overlord est en réalité colossale, sa complexité inégalée. L'exécution sera extrêmement difficile, et atteindre le cœur de l'Allemagne depuis les rives anglaises sera sans doute très long. Pourtant, il ne reste qu'un an pour tout préparer. Fabriquer des milliers de bateaux, débarcadères, des centaines de milliers de tanks, des millions de munitions. Les usines des Alliés ne produisent pas assez vite. Il faut repousser la date du débarquement. Rendez-vous au 1er juin. En attendant, on continue à stocker le matériel dans les champs, les rivières, les ports, les villes. Le sud de l'Angleterre est un vaste entrepôt doublé d'un camp d'entraînement XXL pour les 2 millions de soldats déjà sur place. Une simple division demande 700 tonnes de matériel par jour. C'est grosso modo 15 000 à 16 000 soldats, quelques milliers de véhicules et 14 000 personnes qui doivent en assurer le support. Acheminer les renforts, acheminer les troupes américaines d'une part et construire des bâtiments de débarquement sont les deux grands problèmes majeurs qui se posent aux logisticiens anglo-américains. Le problème sera résolu et les hommes embarqueront le 3 juin. Ils attendront dès lors le top départ dans le plus grand secret. La discrétion. Voilà un élément clé dans une bataille. Mais comment faire passer 300 000 hommes et des millions de tonnes de matériel militaire sous les radars ennemis? L'un des soucis majeurs des Alliés, et particulièrement de Churchill, c'était que les Allemands ne sachent pas où aurait lieu le débarquement. Ils vont imaginer tout un tas de stratagèmes. Ils créent une opération qui s'appelle l'opération Fortitude et qui a pour objectif de berner les Allemands et de les berner jusqu'au bout, si j'ose dire. Et alors, ils vont non seulement berner Hitler, mais ils vont lui apporter des preuves de ce débarquement dans le Pas-de-Calais. Et ils sont induits dans cette erreur par une manœuvre d'intoxication dont on a beaucoup parlé, Fortitude, qui repose sur un certain nombre de stratagèmes, par exemple des faux chars en caoutchouc gonflable, des fausses barges de débarquement. Mais ces stratagèmes, au fond, jouent assez peu. Ce qui a énormément joué, c'est le rôle d'un agent qui s'appelle Garbeau, Juan Pujol, qui en fait a toute la confiance des Allemands et qui leur envoie des rapports totalement fantaisistes, affirmant que, bah oui, le débarquement va se produire dans le Pas-de-Calais. Même les soldats qui montent à bord ne connaissent pas leur destination exacte, ni l'heure de leur départ. Le secret est total. Des milliers de vies sont en jeu. Alors qui aurait envie de le dévoiler? Il y a eu une bourde assez incroyable. C'est celle d'une télétypiste de Associated Press. Le samedi 3 juin, elle veut s'entraîner. Elle utilise un télétype qui malheureusement est en ligne. Et elle utilise une dépêche qui est prévue pour le jour J. Elle annonce le débarquement en cours. Évidemment, ça crée un émoi extraordinaire. Un démenti d'AP arrive rapidement, mais le mal est fait. Mais ce n'est pas la presse qui fait l'événement, c'est la météo.
Le jour J nécessite une précision climatique horlogère. Coefficient de marée, fort. Météo, favorable. Ciel, clair, pleine lune pour les parachutistes. Marée, montante, mais pas trop, pour que les péniches repèrent les pièges de Rommel plantés dans le sable. Il n'y a que quelques jours dans le mois qui cochent toutes ces cases. Heureusement, le temps est clément depuis des semaines. Sauf que les éléments ne se soumettent pas aux exigences des hommes, même pas pour le départ de la plus grande opération militaire jamais imaginée. Une dépression vient contrarier le départ. Rendez-vous dans 24 heures. Pourquoi les Alliés voitinent cette accalmie et pourquoi les Allemands ne la voitinent pas? Parce que les Alliés ont un système météo bien plus performant et qu'ils disposent notamment de stations météo en Islande et au Groenland dont les Allemands ne disposent pas. Depuis 15 jours, on attendait. On se relayait devant le bureau de poste à Brécé. Quand le message est arrivé le 5 juin vers 17h30, ça a été une énorme émotion, comme un grand soulagement après ces années d'angoisse. Alors on a pris nos grappins et nos pinces et on est allé à 5-6 couper la ligne Brest-Berlin. On est rentré à l'aube. J'ai reçu l'ordre de mon cher Baudet de me rendre dans l'Orne pour faire sauter le train Paris-Granville, les routes et un dépôt de munitions à Saint-Gauburge. Mon contact, Hélène Chevalier, me conduit chez son père, où je passe la nuit, avant de rencontrer 2 résistants qui connaissent bien la région. On décide de faire sauter le chemin de fer le soir même, en posant plusieurs charges sur une distance de 4 à 5 km. Le 5 juin, en fin d'après-midi, quand la résistance normande se prépare à tout saboter, le go d'Eisenhower est déjà prononcé. Un message passe de bateau en bateau. Que Dieu vous garde. Il est signé Churchill et George VI. Il signe surtout le départ de milliers de jeunes hommes vers une histoire qu'ils seront bientôt seuls à écrire. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone. Ces troupes anglo-américaines et canadiennes débarquent et elles se heurtent à un feu nourri. Mon Dieu, il faut que je traverse cette satanée plage. Je m'élance avec 39 hommes. Je m'arrête sous la mitraille, je m'allonge et je compte ce qui reste. Nous ne sommes déjà plus que 13. Les parades de la 6e aéroportée ont fait des choses absolument incroyables dans la nuit du 5 au 6 juin. Les Anglo-Américains imaginaient un véritable carnage, un bain de sang. Omaha la sanglante, Bloody Omaha. En moins de 15 minutes, nos pertes sont énormes. J'essaye de compter mes hommes à allonger autour de moi. Nous ne sommes plus que 13 sur 188, il n'y a plus un officier. Les balles ricochent autour de nous, il n'y a pas la moindre protection, le moindre abri, sauf les corps des copains déjà tués.